Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. On va encore attendre quelques minutes, une petite minute ou deux, pour permettre aux retardataires de nous rejoindre. J'espère que vous avez aussi accès tous à la présentation, c'est normalement le cas. Je vais profiter de ce petit interlude pour peut-être me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Antoine Osga. Je fais partie de Comnetwork depuis décembre de l'année dernière. J'ai une activité aujourd'hui de consultant de sauvegarde. Ça veut dire que je m'occupe pour le groupe Real IT et pour la division en particulier à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire IT Space, de tous les projets tournant autour de la sauvegarde. Ça va du conseil audit en amont sur les solutions existantes jusqu'à la mise en œuvre de ces dites solutions et toutes les prestations qui peuvent graviter autour de ce domaine d'activité, c'est-à-dire l'accompagnement technique, la formation des clients, le transfert de compétences avancées, la rédaction des docs évidemment, et également le maintien en conditions opérationnelles dans le cadre de prestations d'accompagnement, d'MCO, infrastructure, qui comprennent ce domaine d'activité-là. Aujourd'hui, nous allons donc partager ensemble ce webinaire sur la partie externalisation des sauvegardes. L'objectif étant bien de vous donner à tous une vision assez exhaustive de ce qui constitue les motivations, la manière dont on peut aujourd'hui adresser ces questionnements-là et finalement une déclinaison assez rapide des offres que notre groupe propose pour résoudre ce type de problématique-là. Alors, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'éléments d'analyse qui permettent d'identifier les tenants et aboutissants, mais il y a aussi une variété de possibilités en termes de réponses techniques. L'objectif de ce webinaire n'est pas nécessairement d'avancer en termes de présentation sur des solutions techniques, d'identifier des constructeurs, des éditeurs, mais bien de faire le tour de ce qui peut constituer les tenants et aboutissants. Et puis, l'idée, c'est de positionner ensuite une approche d'analyse et d'adéquation avec les besoins de chacun pour pouvoir identifier la bonne réponse, à la fois technique et à la fois organisationnelle, parfois pour atteindre l'objectif. Bien. Eh bien, écoutez, on va y aller, je pense. Il est 11h03. Bien, on commence alors, allons-y. L'externalisation des sauvegardes. D'abord, avant toute chose, peut-être une petite introduction du groupe auquel j'appartiens et qui aujourd'hui chapeaute mon activité. Nous avons. Alors, je suis membre de l'entité IT Space qui aujourd'hui appartient au groupe Reality. Le groupe s'articule autour de cette division technique et opérationnelle que vous connaissez peut-être déjà, qui sont, pour ne pas les citer, comme Network, Or Network, Cloud Fusion, IT Space évidemment, Acetim, Fincae et HCube. Chacune de ces entités a aujourd'hui un rôle technique et opérationnel spécifique qui permettent d'adresser l'ensemble des besoins qu'on a identifiés chez nos clients et pour lesquels on peut les accompagner en termes de réalisation et de prestations. Il s'agit notamment, autour de cette activité, de disposer au sein des organisations de spécialités ou de métiers historiques. On rappellera que Comme Network participe aujourd'hui à l'intégration des systèmes, que ce soit les réseaux, la téléphonie ou plus largement les équipements matériels, qu'il est le partenaire des systèmes de communication au sein de vos entreprises.
Core Network aujourd'hui a un rôle un peu plus focalisé sur la vente et la location des services informatiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes nos offres dans cette division-là sont orientées autour du matériel, d'une optimisation des coûts d'usage et sur la nécessaire adaptation de l'offre technique au regard des besoins et des usages qui peuvent être présents dans vos systèmes d'information. Une des récentes activités qu'on a développées est Cloud Fusion. Alors, nous avons déjà pour partie des briques dans un data center dédié, au sein duquel nous allons développons en ce moment d'ailleurs, des offres d'hébergement cloud. Et l'activité notamment d'externalisation de sauvegarde fait partie des éléments d'offres que nous allons pouvoir vous proposer. On verra à la fin de cette présentation qu'on a déjà aujourd'hui la possibilité d'opérer ces offres sur un certain nombre de domaines ou de technologies. IT Space, évidemment, la division qui aujourd'hui s'occupe d'audit et de conception de projets d'infrastructures complexes. Ça veut dire que c'est l'entité qui aujourd'hui vous accompagne sur les projets de stockage, mais aussi de sauvegarde, de réseau éventuellement. Les experts qui sont présents au sein de cette entité-là, les consultants, aujourd'hui adressent ces métiers-là de façon très pointue et sont très spécialisés sur ces activités. ACTeam, notre AMOA, qui permet aujourd'hui d'accompagner sur le conseil en stratégie numérique et tous les éléments qui constituent les bases de réflexion sur les migrations numériques et l'évolution des systèmes d'information. Fincae qui s'occupe de projets d'intelligence artificielle et enfin Hcube, conseil, big data et consulting autour de l'IT. L'externalisation de la sauvegarde, alors. C'est un domaine qui aujourd'hui, qu'on imagine assez basique, structuré. Pardon. Pour autant, il est quand même important de revenir à l'historique et à la base sur les motivations et les enjeux qu'il convient de concilier pour aboutir à mettre en place une politique d'externalisation, qu'elle soit… alors encore une fois, on n'opposera pas dans cette présentation l'approche d'externalisation on-premise d'une externalisation cloud. Il n'y a pour moi pas de différence en termes opérationnels sur des choix qui peuvent être faits d'acquérir les solutions périphériques qui permettent de procéder à l'externalisation en associant ces éléments-là à des sites distants, à un hébergement physique dans un data center, d'une offre qui serait purement cloud et où la technologie permettrait de procéder au transfert, à la copie des données entre les infrastructures locales et les hébergeurs associés. Donc, il est important d'identifier les motivations et les enjeux, au-delà des réponses techniques et fonctionnelles, qui finalement ne sont que la réponse, la mise en équation des moyens qui existent aujourd'hui, des solutions qui existent aujourd'hui, pour répondre aux contraintes qui peuvent être identifiées par ailleurs. On verra un cas concret de résolution, ou en tout cas d'application d'une politique d'externalisation au service de la résolution d'un problème. Et puis, on déclinera les offres Real IT, quelques-unes des offres, celles qui sont aujourd'hui les plus pertinentes au regard de ces stratégies d'externalisation. Et enfin, on vous proposera de décliner, de vous présenter notre approche en termes de mise en œuvre pour réussir un projet d'externalisation. Les questions-réponses, alors je vous propose de me les transmettre au travers du chat et puis je répondrai à celles-ci à la fin de la présentation. Alors l'externalisation, les motivations, elles sont aujourd'hui, à mon sens, classifiées dans quatre familles importantes de données ou d'enjeux. Le premier d'entre eux, c'est évidemment réduire le risque de perte de données. Ça tient d'une démarche historique. Basiquement, l'approche et la cible qu'on cherche à atteindre, c'est finalement de disposer de copies multiples. On a pu avoir dans le passé décliner cette logique-là au travers des technologies qui étaient disponibles. Ça voulait dire fabriquer pour des sauvegardes qui étaient historiquement en LTO de multiples copies,
copies qui étaient optimisées, multiplexées, démultiplexées, avec une approche finalement très liée à l'aspect matériel des choses. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que d'autres contraintes se faisaient jour, notamment la nécessaire gestion des corruptions matérielles des supports, la problématique de gérer l'incident vis-à-vis d'une panne ou d'un sinistre majeur sur cette infrastructure de sauvegarde, mais aussi sur l'infrastructure de production. Et cette évolution-là a bénéficié des changements technologiques qui ont pu être mis à disposition des clients au travers des technologies de sauvegarde sur disque ou de méthodologies d'optimisation associées. Alors, sur ces aspects-là, évidemment, il y a aujourd'hui une logique de coût qui aussi se positionne et sur laquelle on a besoin de trouver aujourd'hui un juste équilibre entre la nécessaire implémentation d'infrastructures de copie, d'hébergement, mais aussi l'optimisation des coûts associés. Alors, on verra que participe à cette optimisation des éléments technologiques, comme la déduplication. Aujourd'hui, la techno ou les technos sur disque ont majoritairement introduit cette fonctionnalité-là. Pour autant, vis-à-vis de l'externalisation, elle peut être un facteur décisionnel important, notamment quand on oriente aujourd'hui la réflexion du choix d'une technologie ou d'une solution de sauvegarde dans l'écosystème à protéger. Eh bien, on verra que si on éclaire ces choix-là au regard d'une politique d'externalisation, de ces contraintes et des éléments qui peuvent être critiques dans ce cadre-là, les choix de logiciels ou de composants matériels peuvent drastiquement évoluer. Et finalement, on peut s'apercevoir qu'un choix qui au départ semble extrêmement adapté au regard de critères, on va dire, techniques, économiques, surtout liés à l'activité de backup, n'est pas forcément complètement adapté à l'approche d'externalisation. L'autre élément sur lequel on peut aujourd'hui axer l'approche d'externalisation, c'est se positionner dans un objectif de gestion de vie de la data. On a aujourd'hui une approche d'externalisation qui peut complètement s'ancrer dans un cycle de vie de la donnée, dans une approche où finalement externaliser, ça n'est qu'une partie d'une politique de rétention à long terme qui est faite au sein du système d'information. Là aussi, la technologie va pouvoir nous amener des éléments concrets d'évolution et d'amélioration. On aura peut-être, sous cet angle-là, une approche un peu différenciée et une logique qui permettra probablement, si c'est le cœur de l'activité préalable à l'externalisation, d'améliorer finalement les performances, de réduire les coûts de façon drastique. C'est pas forcément l'externalisation n'a pas une vocation à finalement subir les nécessaires augmentations de volumétrie qui sont aujourd'hui liées à l'expansion des infrastructures de stockage primaire et à la multiplication des données à sauvegarder. Le troisième aspect, ou la troisième motivation qui conduit à la mise en place de politiques d'externalisation, c'est évidemment la réduction des risques de malveillance. Alors, on imagine là bien sûr les attaques, mais aussi, dans certains cas de figure, finalement, se prémunir vis-à-vis d'incidents ou de sinistres qui sont beaucoup plus liés aux facteurs humains. On a tendance aujourd'hui à ne pas identifier clairement ce facteur-là, mais il est clair que la malveillance, au-delà d'interventions externes, peut aussi être induite par les individus au sein de l'infrastructure. Et donc, la réponse de l'externalisation est aussi une manière de se prémunir vis-à-vis de ces problématiques-là. On pourra notamment
axer la politique d'externalisation sur une logique de plan de reprise. L'objectif étant, si malheureusement les mesures de sécurité ou de protection ne suffisent pas à protéger le système d'information et également la sauvegarde, on verra que l'objectif à ce moment-là, il est de permettre une reprise efficace, rapide du système d'information au-delà des impacts que peuvent avoir les actes de malveillance ou les sinistres qui sont subis. Et puis, dernier élément qui conduit à la mise en place d'une politique d'externalisation, c'est bien sûr la réponse à des exigences internes, contractuelles ou externes. Alors, ça peut être à vocation de répondre à des demandes de business, à des contraintes réglementaires ou à une approche proactive vis-à-vis des sinistres. Dans tous les cas, on va avoir que l'objectif à atteindre là est l'élévation du niveau de sécurité des données ou de la protection des données au-delà de ce qui peut être fait de façon automatique par copie sur une première ou une seconde copie, l'externalisation amenant une troisième copie délocalisée et donc une protection améliorée. Alors, réduire les risques de perte de données, réduire la malveillance, s'inscrire dans une rétention à longue durée avec une réduction des coûts et puis répondre à ces exigences, ça constitue un panel d'enjeux importants, parfois contradictoires, et qu'on peut, je pense, résumer à ce groupe d'enjeux formels. Le premier d'entre eux, c'est produire des copies fiables, évidemment, en réduisant les coûts, que ce soit sur le stockage ou sur la partie licence. Mais c'est aussi produire et accéder à ces copies de façon optimale. Et là aussi, en réduisant les coûts, de manière à être dans une logique non pas d'impact économique très important ou disproportionné, mais bien conduire une adéquation d'équilibre entre ces deux approches. La rationalisation, eh bien, c'est un objectif qui intrinsèquement permet de conduire des politiques d'externalisation, ou tout du moins de faire intégrer ces politiques dans un cycle de vie de la data. On pourra imaginer également initier des politiques d'archivage qui permettent finalement de réduire l'empreinte du système d'information sur les systèmes de stockage en optimisant l'usage des ressources primaires et en allouant finalement ces ressources de manière logique plutôt à l'usage effectif. Et donc, l'enjeu là, c'est de déterminer qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'externalisation, elle, prenant en charge finalement la sauvegarde d'un côté des données qu'on n'utilise plus, de manière à pouvoir aller jusqu'à la suppression de ceci au sein du système d'information, et puis d'assurer par ailleurs une couverture des données actives au sein de copies additionnelles. L'accès en ligne, évidemment, ou à la demande, reste un objectif primordial sur ces données, qu'elles soient retenues sur du très long terme ou sur un système d'externalisation délocalisé. La garantie de la sécurité des données qui sont présentes dans les copies, ça veut dire peut-être du chiffrement de ces données sur les cibles qui les hébergent. Ça veut aussi dire de la sécurisation en termes de génération de ces données, des copies, des transferts qui sont réalisés, et donc avoir une approche gestion du risque n'est pas seulement liée à l'attaque, le fait externe, mais aussi identifier des moyens, des processus, des techniques pour sécuriser, stocker de façon sécurisée, aller jusqu'à peut-être du chiffrement, comme on l'a déjà évoqué. Le contrôle d'accès aussi et l'isolement des copies reste un enjeu dans cette approche de réduction de risque de malveillance. On n'imagine pas aujourd'hui, en tout cas on a du mal à imaginer comment faire pour empêcher un acte malveillant de personnel qui aujourd'hui aurait accès à ces solutions de sauvegarde. Eh bien, il faut aussi intégrer dans la logique risque des processus, des outils
qui permettent, au-delà de la création de ces copies, de les protéger en termes d'accès et de garantir leur intégrité et l'absence de risque externe. La reprise, on en a parlé, misée sur une logique de PRA avec un outil qui, justement, est capable de rendre ce service de reprise de façon rapide, autonome, avec une garantie de sécurisation des données au sein des vérifiés utilisés. Et on en a parlé, la conformité vis-à-vis des exigences externes. Alors, si on entre un petit peu dans le détail, aujourd'hui, la production de copies techniques avancées et optimales, eh bien, elle va se réaliser au travers d'une technologie qui aujourd'hui domine l'écosystème stockage, que ce soit en primaire, mais aussi dans notre activité de sauvegarde. Évidemment, c'est la déduplication. Chaque fois qu'on a une déduplication ou alors un mécanisme d'optimisation, quel qu'il soit, l'idée de l'externalisation, c'est de conserver celui-ci. On n'imagine pas aujourd'hui produire une sauvegarde optimisée avec un tas de mécanismes de réduction, d'identification de segments unitaires modifiés et backupés, sans introduire dans la politique d'externalisation une continuité vis-à-vis de cela. Il est donc nécessaire de mener une réflexion de choix de logiciel de sauvegarde qui va intégrer la gestion des périphériques, sources et cibles, en conservant ces logiques d'optimisation, mais aussi peut-être identifier des logiciels qui, au-delà d'être capables de piloter des périphériques, sont en capacité nativement ou avec l'ajout de passerelles de maintenir finalement la continuité du stockage optimisé entre la source et l'offre, l'hébergeur, le matériel qui aura été choisi pour l'externalisation. Alors, on imagine aussi la nécessité de mettre en place, de choisir un espace de stockage qui va être redondant, répliqué, dont l'écosystème technique va s'articuler autour d'une logique de multinœuds. Dans tous les cas, là aussi, que l'infrastructure d'externalisation soit on-premise, dans les bâtiments, dans vos bâtiments, dans votre système d'information, ou qu'elle soit à l'extérieur, la logique reste la même. Si on a mis en place une politique d'externalisation, de génération d'une copie complémentaire, eh bien, c'est que cette data-là mérite d'avoir aussi un niveau de sécurité vis-à-vis des accès et du stockage qu'on utilise suffisant pour en garantir la pérennité et l'intégrité. L'externalisation, c'est aussi un management, une intégration, une utilisation des composants qui soit écoutez, la plus transparente possible. Alors, le moyen d'obtenir cette transparence, aujourd'hui, c'est soit la nativité, c'est-à-dire que le logiciel est capable nativement de piloter l'équipement source, d'accéder à l'équipement source, d'en tirer le bénéfice technique et fonctionnel. Ces éléments-là se font au travers d'API. Et c'est vrai que beaucoup de fournisseurs aujourd'hui d'équipements de sauvegarde primaire proposent l'intégration de ces composants matériels avec les logiciels de sauvegarde au travers d'API qui ont l'avantage d'être peut-être moins sensibles à des interactions externes et qui, du coup, aujourd'hui constituent une bonne méthode pour permettre à un logiciel de sauvegarde d'opérer nativement des fonctions d'optimisation lors des opérations de copie, ce que le logiciel de sauvegarde pourrait ne pas être en capacité de faire naturellement au travers des fonctions qu'il embarque. L'API, ce n'est pas seulement le seul moyen qui existe aujourd'hui. Les protocoles que j'appelle 2.0 qui permettent d'accéder à des espaces de stockage pour l'externalisation sont aussi un moyen technique garantissant l'accès transparent et une efficacité opérationnelle suffisante pour garantir l'intégrité, l'accessibilité et la facilité d'administration de l'opération d'externalisation. Alors, on a parlé des coûts, évidemment. Les coûts restent un élément prédominant, prégnant dans les choix. Évidemment, on
on aura à cœur de choisir un logiciel de sauvegarde qui va nous permettre finalement de lisser les coûts, d'en identifier de façon très claire l'impact financier et dont la génération de copies de données, autant faire se peut, devra être indépendante du coût de gestion des licences. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être dans des coûts additionnels simplement parce qu'on fait des copies. Ça paraît aujourd'hui être complètement hors de propos d'imaginer payer une protection en fonction des exemplaires de données qu'on peut générer. Et vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, en termes d'opérations dupliquées, vous avez une copie primaire, une secondaire en général, et puis une logique de duplication de ces exemplaires initiaux qui est beaucoup plus importante que par le passé. Et là aussi, l'impact en termes de coût peut être significatif. D'autres aspects également sur l'externalisation qui sont importants et qui peuvent impacter les coûts financiers, c'est évidemment l'accès à cet espace d'externalisation. Toutes les opérations de lecture, écriture ou de bande passante consommée mises en œuvre pour accéder à l'espace, pour en lire les contenus, pour parfois dupliquer au sein de ces espaces, encore une fois, une copie 4, une copie 5, protégée avec une rétention différente, doivent être exemptes de tout impact financier. Là aussi, on voit que finalement, générer une copie, ce n'est pas aussi neutre en termes d'approche. Il faut amener ces éléments-là dans le périmètre des choix et permettre à ce moment-là de différencier les logiciels, les équipements aussi au regard de ces impacts-là. Alors, je mets évidemment là-dedans toutes les offres d'accès d'hébergement cloud sur lesquelles on constate aujourd'hui effectivement des politiques de facturation qui parfois vont jusqu'à facturer les lectures, les écritures et éventuellement les bandes passantes qui sont consommées lors de ces accès. L'externalisation de la sauvegarde, c'est aussi, on l'a vu, l'inscription d'une politique de gestion des données dans un cycle de vie de la donnée. On a aujourd'hui des clients qui cherchent à optimiser les coûts de stockage primaire et à introduire dans l'approche une véritable logique de gestion de vie de la donnée. Le postulat, c'est qu'on a eu une explosion des volumétries associée à la baisse des coûts de stockage qui a un peu fait perdre de vue que la donnée aujourd'hui dans le système d'information, elle n'est pas forcément utilisée. Elle est stockée, présente. On a beaucoup de mal à amener une politique de purge de ces données parce que c'est très difficile d'identifier un usage potentiel actuel ou à venir. Le logiciel de sauvegarde, dans le cadre de la politique d'externalisation, eh bien, il peut être un élément déclencheur parce que externaliser, si on peut le faire à moindre coût en identifiant des moyens de réduire la donnée à externaliser à la source, eh bien, ça fait clairement partie du cycle de vie de la data. Au-delà de ces éléments-là, l'inscription dans une politique de gestion de vie de la donnée, d'une action d'externalisation, c'est aussi la possibilité de mettre en place un stockage hiérarchisé. Rien n'empêche aujourd'hui une logique de hiérarchisation également sur cette partie externalisation. On peut imaginer des niveaux d'usage, ce qui reste encore marginal, mais aujourd'hui, la possibilité de gérer un mécanisme de tiering dans la rétention longue durée, dans l'espace d'externalisation, est aussi une possibilité qui peut, encore une fois, réduire les coûts, associer vraiment le coût à l'usage et donc amener une logique d'optimisation sur ces aspects-là. La rétention longue durée, la politique d'archivage, mais là aussi, ça a un impact financier et on va chercher évidemment à lisser les coûts et à avoir une approche linéaire, idéalement liée à la volumétrie occupée, plus qu'à la volumétrie logique
protéger. La rétention, c'est aussi un élément important. Le choix de la solution d'externalisation eh bien, a un impact sur le coût financier si la durée de vie des données dans cet espace-là, évidemment, est soumise à une facturation associée à celle-ci. Dernier point, la mise en place, évidemment, de ces opérations d'externalisation, elle peut s'accompagner d'une logique de gestion, d'administration externalisée. Aujourd'hui, l'externalisation opérationnelle, bon, plutôt en OPEX qu'en CAPEX, dans ma présentation, est une des vocations des politiques et des projets d'externalisation. On peut imaginer finalement confier à une gestion externe l'aspect suivi de sauvegarde, dans un premier temps sur ce périmètre-là, et puis c'est l'occasion parfois d'engager des réflexions beaucoup plus larges sur un management, une administration de la solution de sauvegarde au sens large par une entité externe. Le risque, la gestion du risque, la malveillance, troisième élément sur lesquels les réponses peuvent être apportées. L'élément primordial dans cette approche de gestion de risque, c'est évidemment la mise en place d'un espace d'externalisation qui sera imperméable aux attaques. Alors, évidemment, les attaques de logiciels malveillants, ça reste l'élément qu'on constate dans l'actualité. On a eu des expériences dans de nombreuses collectivités, en France, plus particulièrement dans la région. L'objectif, il est bien évidemment de choisir un périphérique, un hébergement qui va garantir l'intégrité des sauvegardes, puisque ces sauvegardes et ces sauvegardes externalisées seront le dernier rempart quand toutes les mesures de sécurité mises en place en amont ont malheureusement failli et qu'on sera dans une situation de sinistre majeur. Alors, évidemment, on peut penser à des actes malveillants externes, mais cette même logique de résilience de l'espace d'externalisation doit s'appliquer pour les sinistres matériels. On n'est pas à l'abri aujourd'hui d'avoir ce type d'incident-là. Et là aussi, finalement, le choix d'un équipement imperméable à cette problématique-là, délocalisé idéalement, sera effectivement l'élément primordial. La génération de ces éléments, ces copies d'externalisation, eh bien, elle doit, comme on l'a vu, disposer de mécanismes de chiffrement lors de la création, lors du transfert, lors du stockage sur la cible. Là aussi, on s'aperçoit que trop souvent, au-delà des aspects de sécurisation des transferts qui sont généralement mis en avant, l'aspect chiffrement n'est pas forcément trop utilisé dans les cibles au sein desquelles les stockages sont réalisés. On peut aussi imaginer aujourd'hui utiliser sur des périphériques spécialisés ces logiques de chiffrement pour garantir un accès sécurisé d'un niveau additionnel et la nécessaire disponibilité des clés de déchiffrement pour les accès qui seront autorisés. Le point humain qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien, évidemment, là aussi, externaliser, que ce soit dans un environnement on-premise, dans un data center délocalisé ou dans un site hébergé, ça veut dire garantir que les accès physiques à cet espace-là ou les accès logiciels bien, sont sécurisés. Alors, c'est toujours très difficile d'imaginer interdire aux administrateurs d'accéder à ces espaces-là. Ce n'est souvent pas des pratiques qui sont faites de façon régulière, mais le risque, il est probablement là, dans la malveillance d'une personne qui aujourd'hui aurait accès à cet accès-là. Et on n'imagine pas
le- l'impact que pourrait avoir ce type d'action-là sur l'écosystème. Au-delà de mettre en péril l'infrastructure primaire, on peut aussi imaginer une mise en cause, un accès à ces éléments d'externalisation qui, du coup, peuvent définitivement mettre en péril l'infrastructure. Les mesures là, elles sont évidemment plutôt logicielles. On va identifier des groupes d'administrateurs séparés qui, eux, auront accès aux logiques de PRA ou une double authentification. L'accès à ces éléments-là sera non pas lié à des droits individuels, mais à une logique de sécurisation multi-utilisateur. Et puis l'accès physique, c'est aussi une manière de protéger les éléments matériels liés à cette politique d'externalisation. Dans le cadre de contrats d'hébergement, on a finalement cette sécurité-là. En tout cas, il y a une impersonnalisation vis-à-vis des enjeux sur ces données-là. C'est forcément les administrateurs externes et les hébergeurs ont mis en place les éléments qui permettent de garantir la redondance des données, même si ces impacts-là, là aussi, peuvent être constatés du fait de décisions individuelles, de tentatives d'action de destruction là-dessus. L'hébergement garantit aujourd'hui de disposer d'une copie résiliente de ces données. Le PRA, ça reste, comme on l'a évoqué précédemment, la solution qui va permettre, quand on n'est plus en capacité d'endiguer l'acte de malveillance, de repartir, de remettre en service l'infrastructure le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'il faut aussi aborder le choix des solutions ou des technologies sous cet éclairage-là. L'objectif du PRA, c'est la remise en service de la solution de sauvegarde lorsque celle-ci a été impactée, pour permettre ensuite, en collaboration avec les équipes en charge de la reconstruction du système d'information, de procéder pas à pas à la réactivation de tel ou tel service, de tel ou tel serveur ou service informatique qui aurait été impacté par un acte de malveillance. Le quatrième pavé, la mise en conformité vis-à-vis des exigences. Alors, la criticité des données induit qu'on va souhaiter protéger celles-ci. Et si aujourd'hui, il y a une politique d'externalisation, c'est que la donnée mérite, nécessite simplement, basiquement, qu'on ait un niveau de protection suffisant pour pouvoir garantir que malgré les politiques de protection de duplication primaire qui auraient été mises en œuvre, eh bien, on soit en capacité de récupérer ces données et de les remettre à disposition. Ça veut dire aussi que la politique d'externalisation, eh bien, elle va s'appuyer sur une hiérarchisation de ces données, sur un niveau de précision, sur une logique d'analyse, le constat que certaines données doivent être externalisées et que d'autres ne le sont pas nécessairement parce que le niveau de sécurité interne déjà mis en place est suffisant pour couvrir le risque. Alors, ça reste difficile là aussi, tout comme il est difficile de supprimer des données, de procéder à la création et à cette analyse-là, parce qu'on a tendance à constater que tout le monde va définir sa propre donnée dans son propre écosystème comme critique et on voudrait conserver 100% de celle-ci. Alors, ça reste possible, mais évidemment, les aspects d'optimisation en seront impactés. Les trois autres aspects en termes de conformité qui amènent cette approche d'adéquation, c'est évidemment la contrainte réglementaire, la nécessaire mise à dispo d'une copie à l'extérieur du fait d'une réglementation. La gestion proactive d'un sinistre. Alors, relevant de la conjecture, ici, on pense à des éléments complètement extérieurs, des cas de figure d'impact ou de sinistre qui seront très peu potentiellement avérés, mais ça reste une approche qui permet
réduire le risque, d'identifier ceci. Et puis, il y a aujourd'hui des motivations d'approche proactive qui font que certains projets d'externalisation sont guidés par la volonté d'anticiper des risques de sinistres qui relèvent plutôt de la conjecture. Et puis, l'élément assez basique aussi, c'est une décision hiérarchique des instances de l'entreprise qui considèrent que malgré les garanties technologiques fournies par les diverses solutions, malgré les aspects techniques actuels, eh bien, construire, produire une copie externalisée, c'est une réponse adaptée et une assurance additionnelle pour pouvoir garantir le retour en production en cas de souci. Le cas concret, alors, le cas concret, c'est un cas de sinistre en fait qui est assez courant. Il est matérialisé aujourd'hui par cette infrastructure à la fois physique, à la fois virtuelle, au sein de laquelle il y avait une solution de sauvegarde en place avec un serveur central, des serveurs de management, une activité d'externalisation qui était faite sur un périphérique cartouche. Alors, je ne l'ai pas modélisé là, mais ce n'était pas l'objet de l'approche, mais c'était aussi une des solutions possibles pour repartir. Là, aujourd'hui, dans ce cadre-là, en général, on constate que ce type de sinistre, donc là, c'est évidemment une attaque de chiffrement, de ransomware, elle est souvent couplée à une problématique de mot de passe qui a été corrompu, auxquelles viennent s'ajouter des attaques logicielles de saturation des infrastructures, à des moments où l'infrastructure est plus vulnérable, où les équipes sont moins présentes, les week-ends. Là, on a constaté pendant cette période de confinement qu'il y avait beaucoup plus de tentatives d'attaque sur les infrastructures informatiques des centres médicaux parce que eh bien, c'était là-bas que finalement le risque était le plus facilement, que les infrastructures étaient peut-être les plus vulnérables du fait de l'absence des équipes informatiques. Aujourd'hui, on constate que les systèmes, les produits, les logiciels de ransomware arrivent à atteindre des composants à chiffrer qui sont chiffrés qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans le spectre. Alors évidemment, les serveurs physiques, les systèmes, les OS et les contenus des VM sont potentiellement la cible de ces opérations de chiffrement, mais on voit aussi apparaître dans cet exemple-là le chiffrement des containers, le chiffrement du fichier et des fichiers de VM, alors que d'habitude, on a plutôt un chiffrement à l'intérieur de ces VM, des données qui y sont présentes. Donc il y a une évolution dans la malignité des systèmes d'attaque qui sont maintenant capables de monter sur les serveurs les disques et de tenter de les chiffrer de façon globale. Donc il y a un progrès en termes, en tout cas il y a une évolution du risque qui est beaucoup plus importante. Et donc la nécessité de mettre en place un bastion de sécurité dans lequel l'opération de sauvegarde ou l'opération d'externalisation puisse se réaliser de façon intègre et garantir l'impossibilité pour ces logiciels d'accéder à ces composants. L'exemple qui vous est présenté ici, il repose sur un périphérique connecté via une API. Ça veut dire que le logiciel de sauvegarde est en capacité de parler avec ce composant matériel de façon directe, mais au travers de la gestion des commandes et d'un protocole spécialisé. On n'est pas dans ce type d'infrastructure sur des accès couramment utilisés par les ransomware, par exemple, c'est-à-dire les partages ou de la connectivité beaucoup plus exposée. On a une logique de communication cloisonnée où seul, finalement, le serveur de sauvegarde est en capacité de dialoguer avec ce périphérique. Alors, ça se fait évidemment au travers d'une connectivité SAN ou une connectivité fibre, mais en tout cas, la langue parlée
aujourd'hui est inaccessible aux crypto-lockers. L'intérêt de ce type d'équipement, c'est que l'opération de sauvegarde reste transparente. On est dans un périphérique disque qui va bénéficier des optimisations de stockage en amont. On va ne transférer que des segments unitaires, par exemple, vers cette machine. Mais l'objectif, il est surtout qu'en cas de sinistre, eh bien, on puisse repartir à partir de cette sauvegarde ou de cette externalisation et puis procéder à l'exécution du PRA. Dans ce cadre-là, le PRA, c'est 3 étapes qui sont simplissimes, je dirais. La première d'entre elles, eh bien, c'est la remise à plat du serveur de sauvegarde. On a vu dans cet exemple-là que lui aussi était touché par le phénomène de chiffrement. Et donc, basiquement, sur ce type de souci, on va procéder à la réinstallation complète du serveur, l'effacement des disques, on remet en place l'OS, on remet en place le logiciel de sauvegarde. Et puis, évidemment, comme on aura pris la sécurité de sauvegarder au sein de ce périphérique la configuration, le catalogue, les éléments qui constituent la base de données du logiciel de sauvegarde, on va pouvoir restaurer à partir de cette première sauvegarde l'ensemble des fonctionnalités du serveur de sauvegarde, l'historique, les métadatas, et finalement être en capacité de procéder dans une troisième étape, dans une quatrième étape, pardon, à la restauration des VM, des serveurs physiques, de tous les composants qui auront pu être chiffrés. Cet exemple-là, c'est la traduction d'une politique d'externalisation dans laquelle on a pris parti de choisir un composant matériel, en l'occurrence ici, dont l'intégrité permettait d'envisager la reprise en cas de sinistre majeur. Ce n'est pas forcément toujours le cas. On voit souvent des attaques qui vont cibler non seulement l'infrastructure et les services qui sont associés, mais aussi les éléments constitutifs de la solution de sauvegarde. Et donc, rendre, pour le coup, la remise en service beaucoup plus difficile, voire impossible dans certains cas. Alors, Reality aujourd'hui, le groupe, comment est-ce qu'on répond à ce type de problématique? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut accompagner nos clients vers une externalisation? Eh bien, je dirais que la première des possibilités, c'est le projet, l'étude, l'audit et l'implémentation d'une solution d'externalisation. Encore une fois, qu'elle soit interne, hébergée, cloud. Pour nous, les contraintes sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes et la réponse aux besoins est primordiale. L'objectif aujourd'hui des prestations de services qui sont délivrées dans ce mode-là, c'est non seulement d'atteindre l'objectif technique et répondre avec une solution en adéquation avec les besoins, mais c'est surtout et clairement de travailler en amont sur l'identification de ces besoins, sur la mise en exergue des contraintes, des limitations, tout cela pour construire une solution, une offre qui soit la plus en adéquation avec le besoin, l'existant aussi. Il s'agit aujourd'hui d'accompagner pour faire évoluer le système présent chez les clients pour lui permettre d'atteindre les objectifs d'externalisation ou de sécurisation tout en conciliant tous les impératifs qu'on a vus, économiques, fonctionnels, les réglementaires, concilier tout cela au sein d'une solution unique. Et pour ce faire, au-delà des études et de ce qui peut être réalisé en termes d'implémentation, on va proposer aujourd'hui le maintien en conditions opérationnelles dans le cadre de notre centre de service pour aller un peu plus loin et puis peut-être vous proposer une approche d'administration gérée, managée, monitorée qui aujourd'hui vient compléter l'approche technologique basique. Cette première approche, qui est la méthode historique, elle peut aussi être complétée par des offres d'hébergement
de la solution de sauvegarde qu'on a aujourd'hui développée. Je vous disais donc que nous avons une division Cloud Fusion qui aujourd'hui construit notre data center, met en place au sein de celui-ci des infrastructures et développe des offres de services associées. L'une d'entre elles, qui aujourd'hui est disponible et sur laquelle nous pouvons dès à présent vous proposer la mise en place d'une politique d'externalisation, c'est l'offre Cloud Connect, avec un site qui est en place aujourd'hui, une offre de service qui couvre la partie externalisation des sauvegardes, ce qu'on va appeler BAS, même si aujourd'hui, le BAS, c'est plus l'activité de sauvegarde dans le cloud. Alors, elle reste potentiellement possible. L'offre aujourd'hui s'articule autour de l'externalisation de façon primaire. On a la possibilité de mettre en place le disaster recovery à partir de ces sauvegardes externalisées. L'offre aujourd'hui ne prévoit pas pour le moment de procéder à de la sauvegarde dans le cloud, mais ça reste, c'est une des évolutions envisagées, étendre le panel de services peut-être jusqu'à cette partie-là. L'accès à cette technologie ou à cet hébergement se fait via Internet. On va avoir une connexion SSL de bout en bout avec un chiffrement à la source et à la cible. Notre offre ne contient pas de frais de mise en service. Vous n'avez pas de licence VIM supplémentaire à acquérir. Et nous avons mis en place une souscription au stockage consommé. Ça veut clairement dire que voilà, vous bénéficiez de l'optimisation associée au repository qui est disponible derrière cette offre. Vous payez pour la volumétrie consommée sur la cible et non pas sur les exemplaires ou les différentes versions que vous pourriez faire. Vous ne payez pas de frais d'accès technique puisque l'accès se fait via la connexion Internet. Vous n'avez pas de frais de mise en service. Il s'agit finalement dans l'offre de vous configurer un accès sur le portail et de vous permettre ensuite, au travers éventuellement de services de management et de suivi, de disposer d'un point unique de sécurisation et vers lequel vous pouvez opérer vos externalisations. On va vous proposer évidemment l'accompagnement chez vous pour construire les travaux de backup copy qui sont nécessaires pour réaliser ces opérations-là. Ce sera évidemment là l'occasion de voir avec vous les tenants et aboutissants de la solution de sauvegarde qui est en place et puis de vous permettre d'avoir une approche critique et d'identifier des axes d'amélioration sur cet aspect-là. L'offre, concrètement, quels éléments différenciateurs par rapport à d'autres acteurs du marché qui proposent ce type d'hébergement? Nous avons des gateways mutualisés avec une mécanique de load balancer. Notre offre n'a pas de limite en termes de stockage. Nous allons évidemment implémenter une limite technologique pour éviter que nos équipements et nos espaces de stockage soient saturés, mais elle sera au moins de 100% de votre volumétrie à protéger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, dans le cadre de politiques de sauvegarde ponctuelles, la possibilité de dépasser le stockage habituellement utilisé sans que ça soit bloquant. Nous n'implémentons pas de rétention, de limitation dans la durée de rétention. Tant que vous produisez des données, tant que vous conservez des copies sur ce système-là, eh bien, vous n'êtes pas en nécessité d'avoir à réinvestir là-dessus. La rétention reste illimitée. On va vous garantir aussi des ressources en termes d'hébergement sous le seuil des 75%. Ça veut dire que notre infrastructure est mise à jour, upgradée, avec des nouveaux composants matériels, avec du stockage additionnel pour garantir que nous n'avons jamais plus de 75% de charge effective de notre côté. Donc, vous avez la garantie d'une efficacité vis-à-vis de cette opération d'externalisation. Autre élément important, on va vous garantir que toutes les vCPU activées pour les opérations de backup copy de votre côté seront
opérationnels utilisés dans les opérations d'externalisation. On va mettre en place pour chaque client, en fonction de l'état de parallélisation qui est réalisé, les éléments qui permettent d'avoir ces 2, 3, 4, 8 travaux parallèles et garantir que vous optimiserez l'opération d'externalisation sans avoir de temps d'attente ou d'indisponibilité de ressources du côté du repository VCC. Le One Accelerator restera une option à analyser spécifiquement et ce sera un élément de l'offre complémentaire. Autre offre sur laquelle nous travaillons et sur laquelle nous serons très prochainement en capacité de vous proposer sa commercialisation, c'est la mise en place d'une appliance de data domain qui, au travers d'un accès via API, permet aux solutions clients qui la supportent, parce qu'évidemment là, il faut que votre logiciel de sauvegarde actuel supporte l'intégration de data domain, notamment le composant DB Boost, eh bien, vous offrir la possibilité d'externaliser directement sur votre repository au sein de cette infrastructure matérielle. L'idée, c'est vous avez aujourd'hui une volonté d'externaliser. Votre logiciel permet d'intégrer la data domain à distance, ou vous avez une data domain déjà en place au sein de votre infrastructure. On peut mettre en place une politique d'externalisation qui va tirer bénéfice de l'opération de déduplication gérée, opérée par les composants de l'infrastructure qui supporte le composant DB Boost. Et clairement, l'objectif, il est de minimiser l'impact en termes de transfert de données entre ces infrastructures internes et cette unité de sauvegarde externe, tout en bénéficiant des mécanismes d'optimisation qui pourraient être disponibles entre ces deux composants. Là aussi, l'accès se fera via une connexion sécurisée, au travers d'un VPN cette fois-ci, et non pas au travers d'Internet. La souscription reposera sur le stockage consommé, comme pour l'offre Cloud Connect. Et là aussi, les possibilités d'accompagnement en termes de services pour la mise en œuvre sont effectives et l'optimisation des travaux. Je précise évidemment là que l'étude qui est incluse dans l'offre de services a pour objectif de qualifier les nécessaires prérequis, les composants qu'on pourrait être amené à vous proposer d'installer, que ce soit des serveurs gestionnaires de périphériques ou divers composants additionnels. L'objectif est bien sûr de vous proposer une évolution la plus transparente possible vers cette solution, vers ce composant d'externalisation. Dernier élément de cette présentation, c'est bien sûr les étapes pour réussir cette opération d'externalisation. Alors, de façon plus générale, que ce soit dans le cadre de nos offres ou que ce soit dans le cadre d'une étude, les éléments d'audit de l'existant et d'étude sont évidemment les deux premières briques sur lesquelles toute politique d'externalisation doit reposer. Il est aujourd'hui relativement inconcevable qu'on imagine mettre en place une externalisation uniquement sur les critères technologiques. On l'a vu dans toute cette présentation, il y a de multiples critères, il y a de multiples éléments qui peuvent influencer les choix de telle ou telle méthode, de tel ou tel périphérique, de tel ou tel logiciel de sauvegarde. Alors c'est vrai que quand un existant est présent, c'est d'autant plus difficile de concilier les objectifs et les contraintes. C'est un petit peu plus facile peut-être quand on est dans une logique de renouvellement. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, les éléments critiques doivent être identifiés dans l'analyse de la solution actuelle, dans l'étude des objectifs techniques, des contraintes et des limites, et puis du niveau de service attendu. La troisième étape, c'est assez classique. On doit construire une architecture et un design, peut-être en comparant plusieurs solutions
Aujourd'hui, nous avons aussi vocation à pleinement jouer notre rôle de conseil, d'analyse, sans chercher finalement à être focusé sur tel équipement, tel constructeur. On fait aujourd'hui des choix de mise en œuvre de solutions au sein de notre entreprise de fusion. Elles sont en développement. Nous avons aussi vocation à proposer au sein de l'analyse une analyse indépendante et une recherche de solutions en adéquation pleine avec les besoins, plus qu'avec une logique de continuité ou une logique de maintien, d'unicité d'infrastructure de composants. La construction d'un dossier de spécification, tout déploiement de solutions doit aujourd'hui passer par cette étape-là. L'objectif, c'est évidemment de maîtriser parfaitement l'opération de déploiement, de définir les tenants, les aboutissants, les paramètres, les contraintes, tout ce qui peut finalement faire que la mise en œuvre, qui sera la 5e étape, se déroule le plus simplement possible, qu'elle peut être confiée à des experts dont le niveau de compétence ne nécessite pas un consulting avancé. L'objectif, il est bien de faire ce travail d'étude, d'analyse en amont et ensuite de faire intervenir des gens certifiés, mais dont le travail va être de déployer la solution en adéquation avec le dossier de spécification. Et puis, la nécessaire mise en place de documentation. Elles sont d'autant plus importantes lorsqu'il s'agit de nouveaux produits. Il est clair que l'exploitation des solutions, le monitoring de celles-ci, le contrôle opérationnel de l'activité d'externalisation reste un point crucial de l'activité. Évidemment, nous allons faire une phase de recette. Là aussi, on construit aujourd'hui un test de recette unitaire quand on procède au déploiement de ce genre de solution, dont la portée et la couverture peut aller jusqu'à l'exécution de tests unitaires de PRA. Et on l'a dit, le suivi d'exploitation, la mise en place d'un contrôle technique, d'une MCO, sont des possibilités qui aujourd'hui sont offertes dans le cadre de l'accompagnement comme network et de la mise en place des prestations de services ou des projets d'externalisation. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vais maintenant répondre à vos questions, si vous en avez. Je regarde dans le chat des questions-réponses. Alors, évidemment, pour travailler, avancer plus en profondeur sur ces projets d'externalisation, au-delà des questions, je vous proposerai évidemment de reprendre contact avec vos commerciaux attitrés ou avec moi directement, de manière à pouvoir échanger sur vos besoins, les solutions que vous envisagez et la manière dont on peut vous accompagner le plus pleinement possible et répondre au mieux à vos besoins en termes d'externalisation. Bien, je ne vois pas de questions. Très bien. Écoutez, je vous laisse reprendre contact, évidemment, avec vos interlocuteurs habituels. Je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre présence sur ce webinaire. J'espère qu'il aura permis de répondre à vos interrogations et qu'il aura ouvert surtout des champs de réflexion sur des éléments qui aujourd'hui sont peut-être pas forcément trop visibles dans l'approche externalisation. Ça reste de toute façon, comme vous l'avez pu le voir, un sujet qui mérite qu'on analyse sur
sous plusieurs angles les différentes contraintes, pas forcément technologiques uniquement. Il y a bien d'autres éléments qui permettent d'avoir une approche de clarification et d'identification d'une solution adaptée. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un petit email. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt.